Donc je suis Aurélien Hébert et comme le paysage précédent pouvait vous l'indiquer, je viens de Bretagne, là où il fait très souvent beau. Et j'aide aussi beaucoup la communauté tech sur plusieurs événements tech locaux. Et aussi en journée, je travaille pour l'équipe d'OVH, pour l'équipe Metrix, donc qui développe une plateforme mutualisée qui permet le stockage des données, notamment liées au monitoring interne, mais aussi à diverses applications. Et c'est aussi un service, un produit que l'on vend à l'externe. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus connecté, où de plus en plus d'objets arrivent tous les jours, et ces divers objets émettent toujours de plus en plus de données. Et donc si on produit de plus en plus de données, notamment nous, avec nos serveurs à OVH, où on verra des chiffres un peu plus tard dans la journée, je crois, sur la seconde présentation, la problématique est comment est-ce qu'on les classifie et comment est-ce qu'on les retrouve. Et donc, je pense que le modèle de classification le plus connu est le modèle relationnel. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, et notamment dans le monde bancaire, etc. C'est un modèle qui a été très, très utilisé. Et il en existe aussi plein d'autres, avec les valeurs, documents, graphes, etc., etc. Mais quand on parle du monitoring de serveurs, du monitoring d'applications comme HAProxy tout à ce matin, en fait, on a une problématique qui est vraiment très différente et qui ne s'inscrit pas forcément dans tous les modèles qu'on vous a vus tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme Benjamin l'a très bien expliqué, comme Baptiste, pardon, excusez-moi, l'a très bien expliqué ce matin, quand on regarde les données, en fait, par exemple, si notre serveur a été lent pendant 15 minutes ou si on a eu des soucis, on ne va pas s'intéresser juste à la momentanéité. On va aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ce qui est important, c'est d'être capable de suivre en fait, l'évolution de quelque chose dans le temps, d'être capable d'enregistrer aussi ce qui s'est passé, parce que si on a eu un problème pendant 15 minutes, on veut quand même revenir en arrière une fois qu'on a fini de dépiler tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Et donc, on va s'intéresser à des métriques. Et donc, des métriques vont être des objets qui vont finalement avoir des valeurs qui vont évoluer en fonction du temps. De la chance, c'est connu. Depuis les années 1929, avec le monde de la finance, les krachs boursiers, on ne peut pas se permettre une deuxième chose comme ça. Et dans ces domaines-là, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de recherches, différents algorithmes, et c'est quelque chose qui est vraiment très connu, les séries temporelles. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une infinité de bases qui existent, propriétaires, open source, donc il y a des classements qui existent. Si vraiment ça vous intéresse de les comparer, pour voir lesquels sont adaptés à vos besoins, etc., je vous recommande le top 10 des séries temporelles fait par Steven Ackerman. Alors au départ, c'était un top 10 en fait, en vrai. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de bases open source qui sont comparées, et dans tous les moindres détails, c'est assez objectif. C'est peut-être l'un des meilleurs guides que j'ai lus sur les différentes bases de données de séries temporelles. Moi, je n'ai pas trop aujourd'hui évalué la capacité de stockage, quels sont les différents moteurs, quelles sont les différentes compressions possibles des séries temporelles. Je vais m'intéresser plutôt à la partie qui arrive après. Une fois qu'on a stocké nos données dans les séries temporelles, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment est-ce qu'on va les analyser? Et quels sont les différents process en fait, de traitement de séries temporelles? Je vais m'appuyer sur un cas d'exemple qui est en fait mon métier, puisque c'est le monitoring quand même des données d'OVH. Et 300 000 serveurs, ça représente quand même une grosse volumétrie. Parce qu'un serveur, ça produit déjà beaucoup de métriques, que ce soit les données kernel, que ce soit les données CPU, que ce soit les données mémoire, que ce soit les données réseau, mais aussi toutes les applications qu'on va mettre dessus, un HAProxy, des bases de données, tout ça, ça a beaucoup de données. Et donc une fois qu'on les a collectées, qu'on les a disponibles, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que c'est là la vraie valeur ajoutée, c'est là la vraie valeur de notre métier. Donc, dans un premier temps, c'est souvent le cas quand on a des pannes ou qu'on a identifié quelque chose qui nous arrivait, on ne veut plus jamais ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre visibles les données qu'on avait pour savoir, sur les données dans lesquelles on a cherché, pour revoir en fait les pannes qu'on a eues et tout ça. On va aussi créer un peu de valeur ajoutée, on va commencer à analyser un peu plus nos données pour avoir déjà des informations, des alertes, etc. Et aussi, on a des cas d'exemple. Donc je vous présenterai un peu par la suite ce que ça veut dire ce graphe. Tout à l'heure, vous saurez ce que j'ai voulu dire par ça. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit exemple, histoire de bien situer les choses. Donc, je vais prendre un serveur sur lequel je vais juste m'intéresser à 3 types de données différentes. Je vais m'intéresser à la mémoire qui est disponible sur mon serveur.
je vais m'intéresser à l'usage du CPU et au disque. Voilà, j'ai installé un petit agent sur mon serveur, un collecteur. Moi, j'ai choisi Télégraphe, vous aurez pu imaginer n'importe quoi d'autre. Et je récupère des données brutes. Donc en fait, on a identifié sur notre série, on va leur avoir donné un nom qui vont identifier notre série et des informations un peu complémentaires. Donc on va associer à l'objet qu'on identifie. Donc là, on a la mémoire disponible avec un collecteur, l'application, etc. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va avoir, pour chacune des données, on va avoir ces valeurs associées à un timestamp. En UTC, bien sûr. Parce que sinon, il y a des problèmes d'agenda. Et je vais me concentrer sur 3 bases de données. Je ne sais pas qui est familier déjà avec l'univers des bases de séries temporelles. Ça fait du monde. Et qui connaît ces 3 bases-là? Super. Et qui les utilise souvent? Voilà. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vous laissent plein d'autres bases aussi. Voilà, je verrai après un petit résumé, mais sur mon exemple, je vais me concentrer déjà sur analyser les données avec ces 3 bases-là. Et j'ai utilisé Grafana pour la visualisation en sortie. Donc, comment est-ce que je rends ma donnée brute de la mémoire au moins compréhensible plus facilement? Donc avec Grafana, c'est très simple, on peut envoyer des requêtes vers une base de données, par exemple OpenTSDB. Et donc, en OpenTSDB, la structure de la requête qu'on va avoir est juste un document JSON dans lequel on va identifier nos bandes temporelles, début, fin, et on va pouvoir lister les différentes métriques qu'on veut récupérer. Donc là, j'ai juste sélectionné la métrique brute de la mémoire disponible. Avec Prometheus, c'est très simple aussi, PromQL là-dessus, c'est qu'on va juste récupérer la mémoire disponible. Pareil avec des bandes temporelles start et end. Après, je vous parlerai un peu plus du dernier paramètre qui est obligatoire, qui s'appelle step. On verra ça tout à l'heure. Et avec Graphite, c'est pareil, on retrouve facilement nos données. On a juste aussi des bandes temporelles. Sauf que quand on commence à monitorer beaucoup de données, par exemple, si on prend les données des CPU, comme on a déjà 7, 8, juste sur un serveur, on se rend compte que déjà l'œil humain, il est moins capable de comprendre ce qu'il voit. Et là, il y a plein de choses. Et on risque de perdre de l'information quand même. Donc comment est-ce qu'on va simplifier déjà notre traitement pour réduire les données qu'on a? Déjà, moi, je vais m'intéresser dans une première cas à réduire verticalement mes données. C'est-à-dire que je vais garder qu'un seul point toutes les 2 minutes. Et donc, on va faire une méthode qui s'appelle de l'échantillonnage. Une méthode classique, en fait, on va avoir un signal, donc une métrique, qui va avoir des valeurs qui évoluent en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, maintenant de ces valeurs qu'on a? On va prendre un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, juste sur 2 minutes, et on va prendre tous les points qu'on a dans notre période, et on applique à une fonction à cette période-là. Cette fonction-là nous retourne une valeur qu'on enregistre dans un timestamp, et on continue sur la deuxième période. Ainsi de suite, et ainsi de suite, et obtient un nouveau signal qui va avoir moins de valeurs. Donc dans le cas d'OpenTSDB, c'est très facile à faire. Il y a un paramètre qui s'appelle downSample, et ça marche tout seul en fait. On a juste à lui spécifier le temps et la fonction qu'on veut appliquer. En plus, OpenTSDB propose plusieurs en fait, paramètres, plusieurs fonctions qu'on peut utiliser. Donc on peut utiliser soit la fonction moyenne, soit la fonction, je veux savoir le nombre de points qu'il y avait dans ma fenêtre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux avoir la fonction, le premier point, le dernier point, etc., etc. Avec PromQL, c'est le paramètre step en fait qui est important, le dernier. Parce que lui, c'est là-dessus qu'il va se baser. En fait, il va découper, sur chaque requête qu'on envoie à Prometheus, il découpe notre signal et il fait ça pour nous. Je ne sais peut-être pas si ceux qui utilisent Prometheus le savaient, mais ce paramètre-là est important pour cette partie-là. Et qu'est-ce qu'il applique comme fonction? Je ne sais pas qui sait ce qu'il applique comme fonction. Juste du last. Il prend la dernière valeur à chaque fois. Donc plus on agrandit notre signal, et en fait à chaque fois on aura juste la dernière valeur. Donc si par exemple on met un step de 5 minutes, on aura une valeur toutes les 5 minutes, mais c'était la dernière. Je ne sais pas si c'est forcément celle que vous vouliez récupérer. Pour Graphite, c'est différent en fait, on ne peut pas le faire à la query. En fait, je vous ai menti, mais toutes les requêtes, le premier que vous avez vu, je n'ai pas récupéré les données brutes de Graphite. J'ai récupéré déjà des données agrégées. J'ai récupéré la moyenne sur 1 minute. Et en fait, c'est au moment où on configure Graphite qu'on va pouvoir changer ses règles et on va pouvoir lui donner... il y a plusieurs downsamplers qui existent aussi. Et c'est là en fait qu'on va lui donner la règle parce que lui va faire au moment du stockage qu'il va garder qu'un seul point. Et donc finalement, maintenant qu'on a réduit verticalement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une seule série
pour un CPU sur un serveur. Comme ça, quand j'ai plusieurs serveurs, déjà, j'aurai une information et je vais pouvoir zoomer après progressivement pour aller voir chaque CPU si ça m'intéresse. Et donc, l'avantage en fait, d'avoir fait de l'échantillonnage dans un premier temps, c'est que ça va permettre de synchroniser en fait, les heures des différentes séries. Et on va être capable de faire une réduction verticale. Parce que tout à l'heure, quand on avait plein de points qui n'étaient pas forcément alignés sur un serveur, et on sait tous très bien qu'en voyait toujours nos points toutes les 30 secondes, ça ne marche pas. Il faut quand même un peu espacer, surtout quand on a beaucoup de requêtes et beaucoup d'envois. Donc nos serveurs n'envoient jamais à la même heure. C'est super. Au moins, comme ça, on est tranquille. Mais quand on veut réduire les données entre différentes composants d'un serveur, on a besoin que les points soient alignés. Et là, on fait de l'échantillonnage, on peut faire une réduction et on peut grouper nos données. Ce qui est proposé nativement en fait avec OpenTSDB, puisque en plus du downsampler, on peut avoir un agrégateur. Donc on rajoute un paramètre dans notre JSON où on va rajouter un max ou un min, etc. Et là, on va avoir la valeur maximum, par exemple, sur tous nos CPU. Et OpenTSDB, lui, propose plein d'agrégateurs disponibles. Donc on se retrouve avec finalement un choix assez dense au niveau de ce qu'on peut faire. Avec Prometheus, on a aussi le choix en fait, au niveau de ces agrégateurs-là. On peut aussi le spécifier au début de la requête. On récupère ensuite finalement la métrique qu'on a récupérée. Donc là, on récupère nos CPU. Et on a plusieurs agrégateurs possibles. De la somme, de la moyenne, min, max. Graphite propose aussi plusieurs fonctions qui vont permettre de faire ça. En fait, c'est regroupé dans la fonction aggregate. Et en fait, on lui donne un deuxième paramètre, on lui donne la série qu'on veut récupérer, et on lui donne un deuxième paramètre qui va être notre opérateur. Et là, on peut récupérer plusieurs opérateurs d'agrégateurs avec average, median, sum, min, max. Et là, déjà, on est déjà capable de voir de la donnée, de la simplifier. Et beaucoup de monitoring sont déjà faits par ces premières étapes primordiales et de bien comprendre en fait, ce qu'on a vu sur les données. Ça permet déjà d'avancer et de faire des choses et de rendre visible tout ce qu'on stocke et ce qu'on récupère sur ces différents serveurs. Sauf qu'en fait, toutes les données ne sont pas aussi belles que la donnée de mémoire ou la donnée CPU. Si on prend par exemple les disques I/O, c'est un type de données, une typologie qui est très différente puisqu'il s'agit de compteurs qui vont être incrémentés au fur et à mesure du temps. Et ces compteurs-là, on ne peut pas juste les afficher parce que là, finalement, on ne voit plus rien en fait. On ne voit pas les évolutions, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Et on va avoir besoin de rajouter de l'intelligence à nos données. On va avoir besoin de les analyser. Et notamment, je vais redire un peu ce que Baptiste nous a présenté ce matin, et c'est pour ça que j'ai vraiment très apprécié sa présentation sur HAProxy. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir effectivement l'évolution au cours du temps, et de passer juste des bytes à des bytes par seconde, et donc de pouvoir regarder un peu comment évoluent par exemple nos écritures pour les données de disque. Et ça peut être, dans les données HAProxy, ça peut être son cas qu'il a évoqué ce matin. Et en OpenTSDB, toujours en fait, on a la possibilité de rajouter une fonction en plus qui s'appelle rateOptions. Donc c'est juste un champ dans le JSON qui va permettre de calculer le rate sur un compteur. Donc on lui set ça, et ça lui permet à lui de calculer le rate sur nos données de disque. Et donc là, on peut voir les évolutions qui se sont passées, et donc on peut observer, mais déjà avoir une approche un peu plus intéressante sur les données qu'on a de disque I/O. Sauf qu'OpenTSDB ne permet pas d'aller plus loin. En fait. Là, on a atteint les limites un peu maximales de ce qui était disponible dans OpenTSDB. Après, si on veut faire d'autres fonctions plus avancées, ça reste le maximum de ce qu'on peut faire. Prometheus a aussi une fonction qui s'appelle rate. Donc ça nous permet aussi de faire ça. Donc comme là, on a défini un step sur 2 minutes, on va faire un rate sur 2 minutes aussi. C'est la grosse subtilité de Prometheus, c'est qu'il y a des notions de range vectors et il y a des fonctions de vectors. Donc le rate, il va le calculer différemment, mais au final, on arrive sur un rate à peu près cohérent. Et PromQL propose plusieurs types de fonctions. On a du delta, on a du top, on a du sort. On a à peu près une 50aine de fonctions. Ce qui est intéressant là, c'est qu'aussi, il prend en compte le fait de pouvoir se déplacer dans la série. C'est-à-dire que contrairement aux
l'échantillonnage, on va avoir des fonctions qui vont s'appliquer sur des moments dans la série. Donc, par exemple, on va aller là, on va aller à un point, et on va pouvoir calculer la moyenne sur une notion temporelle. Et donc on va pouvoir calculer la moyenne sur ce point-là, mais en intégrant les points qu'il y avait avant. Donc par exemple, ça peut être intéressant si on veut calculer une moyenne mobile. C'est des cas d'usage qui peuvent arriver, etc. Et c'est assez chouette de pouvoir le faire. Avec Graphite, on a aussi d'autres fonctions. Donc là, moi, j'ai pu calculer un rate très simplement en faisant la dérivée, puis en divisant par 60 mon résultat, ce qui est à peu près cohérent finalement. Il y a une fonction aussi normalement qui doit être un rate par seconde, mais j'ai pas forcément réussi à l'implémenter correctement. Le résultat n'était pas ce que je voulais, donc je sais pas si c'était moi qui avais mal codé la conf ou quelque chose d'autre. Voilà. Après, il y a plus d'une centaine de fonctions. Graphite, est, je pense, comparé à PromQL et à OpenTSDB, a encore une librairie aujourd'hui qui est beaucoup plus fournie, qui est vraiment... on retrouve en fait aujourd'hui tout ce qui est disponible avec PromQL dans Graphite au moins. Et on a encore en plus d'autres fonctions, d'autres typologies de fonctions. Parce que Graphite ne permet pas juste de rendre des graphes, mais on peut rendre des pie charts, etc. On peut ajouter des légendes. En fait, c'est vraiment une librairie en lui-même qui est assez utile pour manipuler des séries temporelles et en faire autre chose que juste afficher des graphes. Maintenant, admettons que j'ai deux séries, mais j'aimerais bien faire des traitements entre plusieurs types de séries que je récupère. J'aimerais bien en fait utiliser les disques I/O, les temps et mes écritures pour essayer d'avoir quelque chose de lié entre les deux. Diviser, je ne sais pas, le temps, mon compteur de temps par finalement mes écritures. Donc Prometheus et Graphite permettent tous les deux de le faire. C'est juste l'implémentation qui est différente. Si par exemple en Prometheus on veut avoir vraiment une division qui va s'opérer par exemple sur un serveur en particulier, par exemple sur un host, où là, moi je l'ai fait sur le nom, sur mon attribut qui était nom de ma série. Donc on va pouvoir diviser et rajouter ça en liste en fait avec l'opérateur on de Prometheus. Donc on peut diviser on quelque chose. Ce qui est assez pratique quand même quand on veut garder nos classes d'équivalence en fonction de nos séries. Dans Graphite, sa version de la division, il va prendre en compte la position en fait. Donc ça diffère un peu là-dessus sur l'implémentation. C'est-à-dire qu'il faut avoir le même ensemble de séries quand on divise en Graphite. Et donc il faut vraiment mieux savoir ce qu'on fait. J'ai beaucoup parlé de Graphite et PromQL. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Ça permet à un utilisateur qui récupère des données de les retrouver facilement. Il va rapidement les trouver. Ils ont quand même déjà pas mal de petites fonctionnalités intéressantes et on peut déjà faire un peu plus d'analyse, par exemple qu'avec OpenTSDB au départ. La structure du modèle est très différente entre Graphite et PromQL. Prometheus étant arrivé beaucoup plus tard, a forcément réfléchi différemment que Graphite, où ils ont incorporé nativement la notion de label, donc ce qui permet d'associer de l'information complémentaire à des séries, donc par exemple savoir sur quel host on est, etc. Ce qui lui permet, lui, d'être plus structurant que Graphite, qui lui sépare par des points chaque composant, et donc c'est pas tout à fait la même façon de faire. Donc au niveau des deux, aujourd'hui Prometheus, je pense, est très à la mode, parce que c'est vraiment structuré avec des opérations qui sont définies sur des opérateurs, etc. Alors que Graphite, lui, propose plus de fonctionnalités. Avec Prometheus, on va être effectivement plus facile d'appliquer des opérations sur plusieurs types de séries, de par sa gestion, de par la structure de ces données, avec des labels et des composants. Par contre, effectivement, c'est qu'on a moins de contrôle en fait, sur ce qu'on fait et sur nos différentes opérations, et on laisse un peu la magie Prometheus opérer, et on lui dit j'ai envie d'avoir un graphe, et j'ai un graphe à la fin, et c'est super. Il faut faire attention à ce petit point-là. Surtout quand on arrive et qu'on a fait des problématiques beaucoup plus complexes, où on a besoin en fait, de contrôler chaque étape. Et c'est là que j'ai introduit un peu une autre base de données Warp 10 que nous on utilise en fait à OVH Metrics, où en fait ça vient avec un langage qui est, pour faire un cas simple, et là par contre beaucoup plus complexe. Et effectivement là on se dit ça fait la même chose qu'avec notre petite requête PromQL. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un langage comme ça?
Ça peut arriver, ouais. Il y a des use cases comme ça. On a vraiment besoin de savoir ce qu'on fait et de ce qu'on avance. Et moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Hello Exoworld. Et avec cette association, en fait, on cherche à détecter des exoplanètes dans le dataset de la NASA. Tout ce qu'on a fait, tous les travaux qu'on a fait avec Hello Exoworld sont open source et disponibles sur GitHub via le site helloexo.world. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit atelier là, que j'ai présenté hier matin justement au DFS Nantes sur le thème de l'espace. Et justement, en fait, on a découpé en plusieurs étapes en fait, notre traitement, où on récupère les données, on les nettoie, on les échantillonne, on calcule une tendance et on applique une opération entre les données brutes et notre tendance. Bah ça, avec WarScript, c'était possible et ça tenait en une requête. Bon, il y a plus d'une centaine de lignes de WarScript et c'est des lignes comme tout à l'heure. J'ai préféré vous mettre le résultat, comme ça vous avez compris maintenant ce schéma-là et pourquoi ça me tient tant à cœur. Parce que voilà, c'était le résultat de ce petit atelier, donc les gens en 2 heures sont capables de faire du WarScript pour faire ça. Donc voilà, c'est juste détecter les petites chutes dans un signal. Mais c'est très intéressant déjà à faire et de bien comprendre comment on contrôle notre série temporelle pour faire ce genre de choses. Donc Warp 10 propose un langage dédié qui vient à un prix. Ça coûte cher de s'investir et d'apprendre ce langage. Mais quand on en a besoin, c'est intéressant en fait de s'y pencher. Par contre, si c'est juste pour récupérer nos données, on a encore besoin d'une couche d'abstraction au-dessus pour l'utilisateur qui veut juste récupérer sa donnée et qui veut juste faire de l'échantillonnage ou de la réduction et qui veut juste faire comme du OpenTSDB ou du PROM. C'est plus compliqué, effectivement. Je vais faire une petite pause parce que aujourd'hui, en fait, moi, chaque fois que je vais quelque part, que je dis que je travaille de la série temporelle, on me pose toujours, mais pourquoi tu n'utilises pas Elastic? Et Elastic alors dans tout ça? Bon, déjà, pour rappel, Elastic, ça ne vient pas tout seul, en fait. Ça a un prix aussi. Il faut installer Elasticsearch. Ils ont un plugin TimeLion qui permet de faire les mêmes genres de requêtes qu'avec PromQL. Donc, ça permet de faire ça. Donc là, c'est la même opération. On va faire du sampling, de l'échantillonnage, on va faire une moyenne mobile, on peut faire du group by, etc. Donc c'est très intéressant, c'est très très bien. Mais c'est comme en fait avec Prom, c'est pareil, on n'a pas non plus forcément toujours un contrôle parce qu'il va faire un bucket par défaut qui va être plutôt sur la moyenne. On a besoin déjà d'installer et d'avoir la stack élastique. Si vous l'avez, c'est super parce que vous pouvez faire beaucoup de visualisation entre vos données de métrique et d'autres données, notamment avec Kibana qui est très, très bien pour ça. Ça dépend aussi de la taille de vos données, tout simplement. Si on prend l'échelle d'OVH, si on doit changer d'index tous les jours pour aller faire ces requêtes, quand on commence à aller chercher dans le passé, on perd en performance, en fait, tout de suite. Mais ça marche très bien, et si vous en faites avec ça et que vous êtes content, c'est super, surtout si vous avez des historiques des fois et pas forcément beaucoup de volume. Et surtout, si vous êtes fan d'Elasticsearch, vous n'êtes pas les seuls non plus. Uber aime beaucoup Elasticsearch. Et on développé une base de time series qui s'appelle M3, qui permet en fait de garder la syntaxe et d'Elasticsearch et un peu les aspects élastiques, tout en ayant une vraie base de données série temporelle derrière, et pas forcément de l'in-memory comme on avait avec Elastic. En plus, ils ont vraiment adopté tout un système de contrôle sur tout ce qui va être lié à la rétention de vos données. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir lui prédéfinir des normes de rétention et nativement, il va gérer le fait de les effacer pour vous. Et donc, c'est plutôt au départ où on va chercher à configurer tout ça et à lui dire que cette série-là, moi, j'en ai besoin pour 1 an, moi, j'en ai besoin pour 2 mois, moi, j'en ai besoin pour 1 semaine. Donc, il y a pas mal de contrôle qui est fait avec cette base-là. Par contre, c'est un projet qui est très jeune. En tout cas, en open source, c'est très récent. J'ai même pas eu le temps de l'installer pour vous faire la présentation et savoir comment ça marche. Donc mes connaissances s'arrêtent de là, mais c'est un projet intéressant à regarder pour la suite. Ce qu'on retient, c'est aucune base de données n'est parfaite. Aucun système de requête, en tout cas dans celle qu'on a vue aujourd'hui, n'est parfaite. Elles ont toutes leurs défauts. Et elles sont toutes forcément adaptées. Peut-être certaines sont très adaptées à votre cas d'usage, peut-être un peu moins. Ça, il n'y a que vous qui le savez, et il n'y a que vous qui pouvez le dire. Donc là, aujourd'hui, on a vu plusieurs cas d'usage, on a vu plusieurs time series databases. Hop. Hop. Moi, j'ai changé de... Hop.
Là, j'ai changé aussi de ici. Sauf que je pense que ceux qui connaissent un peu le monde des séries temporelles, il nous en manque une, non? Vous en connaissez pas une autre? Genre, il manque pas celle la plus connue? Celle qui, je pense, a mis beaucoup de gens en fait à la série temporelle, InfluxDB. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens finalement ont commencé avec InfluxDB? Bah, à cause du modèle relationnel, toujours lui. C'est un modèle qui est très connu et nous, en tant que développeurs, on l'a tous déjà utilisé et on est familier avec ça. Donc on a tous voulu utiliser Influx pour ça. Et en tant que première itération, c'était vraiment, je pense, un choix très intelligent de leur part. Ça leur a permis d'avoir des requêtes que les gens comprennent et d'avoir des requêtes qui sont familières, qui nous sont familières. Sauf qu'ils se sont rendus compte, depuis 1 ou 2 ans, enfin même avant en fait, mais que les séries temporelles, ce n'est pas des données relationnelles, ce ne sera jamais des données relationnelles, et on ne sera jamais capable de faire du SQL sur des séries temporelles. À tel point en fait que finalement, Influxuel avait tellement de limites pour des cas d'usage avancés qu'ils ont arrêté en fait. Ils continuent de le maintenir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est quand même une des premières raisons qui a poussé les gens à installer Influx. Mais c'est pas ça c'est pas le système de requêtage de données qu'ils veulent garder. Aujourd'hui, ils ont fait plusieurs expérimentations en 1 an. Donc après Influxuel, ils sont passés à IFQL. Donc il faut faire attention, il n'y a pas autant de lettres, un peu moins. Et l'idée, c'est d'avoir un langage qui soit plus adapté aux développeurs aussi, un peu proche du Scala peut-être, pour traiter des séries temporelles, et qui a un paradigme fonctionnel et une sémantique assez constante. Aujourd'hui, ils voient beaucoup plus large que la série temporelle. Ils ont carrément envie d'inventer un langage de données. Donc ils ont changé, déjà IFQL, ils l'ont renommé en Flux. Donc le nouveau langage de requête s'appelle Flux. Ça, je pense que ça créera moins de confusion que IFQL. Et donc la syntaxe est un peu différente. Bon, il y a les petits changements, voilà, c'est vraiment plus fonctionnel. Pour moi, ça rend encore un peu moins lisible le langage. Mais ils ont offert la possibilité aux utilisateurs aussi de définir leurs propres fonctions, voilà, de l'utiliser pour traiter les séries temporelles. Finalement, une fois qu'on comprend que, en fait, on récupère notre donnée avec un from, puis ensuite on l'envoie dans une fonction avec leur pipe chevron, bon, ça a quand même une certaine logique. Après, le gros avantage que moi je retiens en tout cas de ça aujourd'hui, parce que c'est un projet qui reste encore très jeune, et je vous dis ça, mais il y a 6 mois c'était IFQL, aujourd'hui c'est Flux, et déjà dans Flux, il y a beaucoup de changements. Parce que je m'y suis mis à leur faire des pull requests il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, et entre-temps j'ai dû rebase mon code au moins juste 3-4 fois, juste à cause de leurs changements en fait, qu'ils ont fait, et c'est encore pas stable, donc il faut attendre un peu, voir comment ça évolue. L'avantage d'avoir un langage de données sur la série temporelle, c'est que ça permet de travailler sur des données là où elles sont. Et plus sur ton poste, en fait. Comparé à, par exemple, prendre du Python ou du R pour faire la même chose, le fait d'avoir les données sur le serveur rend l'analyse beaucoup plus efficace, puisqu'elle sera plus faite sur ton poste. Toi, tu vas pouvoir faire autre chose pendant que ton serveur il traite les données. Toi, tu vas pouvoir faire autre chose. Et puis, ce sera ton serveur qui sera down si jamais il y a ton Grafana qui plante. Finalement, c'est pas plus mal. Et le fait d'avoir les données analysées via un langage, qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on veut en tant qu'utilisateur? On veut un accès à ces données. Et en fait, quand on parle des données qui sont dans des bases de TSDB, on ne veut pas forcément un langage de data, on veut un langage avec des fonctionnalités propres aux séries temporelles, avec des fonctions qui sont propres aux séries temporelles. Et puis on veut en fait finalement qu'il soit générique parce qu'on veut aller chercher nos données dans PromSQL, on veut aller chercher nos données dans Prometheus, dans Influx ou dans n'importe quelle autre database pour en fait globalement simplifier l'expérience de nos utilisateurs et pour simplifier l'expérience globale de la time series.
Nous, on travaille la OVH récemment, parce que quand on a vu l'aspect de IFQL, on a parlé pas mal avec Paul Dix, et on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose qu'on voulait ainsi implémenter, et qu'on voulait participer. Donc on propose une spec alternative, et une première implème qui sera disponible en open source prochainement. Donc pour l'instant, on est encore en train de travailler sur des petits détails, mais l'idée, c'est vraiment de repartir sur un langage plus fonctionnel, vraiment lié aux séries temporelles, c'est-à-dire que le résultat, ce sera de la série temporelle, et pas forcément des données ou des choses comme ça. Donc effectivement, ce sera plus lié à tout ce qui va être Grafana, à la visualisation, ou aussi à de l'analyse avec des résultats sur nos séries temporelles, qu'on peut ensuite utiliser ailleurs. Ce qui simplifie tous nos calculs sur la série temporelle. Et si je reprends notre exemple LOX The World, si on utilise un langage dédié aux séries temporelles, même nos problèmes complexes peuvent s'exprimer avec un langage simple. Et dans notre première implémentation, en tout cas de TSQL, de l'idée qu'on en a, c'est que ce code marche. Donc on a fait marcher ce code. Ce code, c'est tout simple. On va chercher nos données via un select. On sélectionne nos labels pour notre série. Donc là, c'est une étoile. Et on lui donne des bandes temporelles. Je veux les donner entre deux dates. Ensuite, je vais nettoyer un peu ma donnée parce qu'il y a un problème dans le signal. Je veux qu'à chaque fois qu'il y ait des temps morts pendant au moins 6 heures, tu me crées des nouvelles séries temporelles. Ensuite, je veux récupérer que dans ces nouveaux échantillons que tu as créés, je vais en garder que 4, entre 2 et 5. Puis ensuite, je vais faire un échantillonnage sur 2 heures avec un opérateur qui s'appellera le minimum, donc vraiment un downsampling. Et tout ça, je le stocke dans une variable qui s'appelle sample. Ensuite, je peux réutiliser mes séries temporelles, donc nettoyer, pour calculer ma tendance avec juste une fenêtre glissante, donc une fonction qui s'appelle window. Je lui passe un paramètre qui s'appellera une moyenne, donc c'est la fonction qu'on va appliquer sur notre fenêtre, et je lui dis de charger 5 points avant, 5 points après pour calculer la moyenne sur ma fenêtre. Puis je fais la soustraction entre mes données brutes et ma moyenne, et ma tendance, pardon. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir des requêtes simples pour garder les utilisateurs qui veulent afficher des datas, notamment dans Grafana, mais d'aller plus loin que ça, avec des langages d'analyse qui vont permettre directement en fait, d'avoir une seule requête qui permet de récupérer des données de son serveur et qui permet de récupérer en fait, les données avec une seule requête. Voilà. Merci. Un, deux, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je n'ai même pas demandé s'il y avait des questions, qu'il y a déjà des questions de là où je pensais qu'elles viendraient. On a du temps, on a un petit peu de temps pour les questions, donc allez-y. Tu parlais de Flux, c'est quelque chose que j'ai vu à la PromCon, ça m'a vachement intéressé aussi, et j'ai pas eu le temps de foutre les mains dans le code. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était multi-data source, a priori, c'est tout l'intérêt du bazar. Est-ce qu'il y a déjà dans le code, vu que tu as mis les mains dedans, la possibilité de croiser des data sources différentes et de faire des opérations C'est l'objet de ma pull request. D'accord. En fait, j'ai implémenté tout simplement un connecteur pour aller chercher des données dans Prom, et eux ont implémenté un connecteur pour aller chercher, pour faire une requête SQL en fait. Donc aujourd'hui, ça marche. Enfin, moi, ma pull request permet d'aller chercher des données dans Prometheus, et en tout cas, c'est une volonté de leur part de vraiment être multi-backend. Par contre, le seul inconvénient que tu vas avoir, c'est que tu fais de l'in-memory quand tu vas chercher d'un autre backend. C'était ma remarque suivante, c'est que du coup, en Python, c'est pas le meilleur langage pour faire des traitements de batch de données, quoi. C'est ça on est d'accord. Donc après, en fait, ce que tu peux aussi éventuellement faire la requête directement dans Prometheus et tu renvoies le résultat de Prometheus à ton Flux, qui lui ensuite va faire la suite du traitement. Par contre, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on architecture bien les choses pour voir comment on fait les requêtes. Parce qu'aujourd'hui, le remote read, par exemple, de Prometheus te permet de te renvoyer des données brutes, mais te permet pas de... Enfin, tu récupères les données brutes de Prometheus, tu fais ton traitement en Flux, mais pour l'instant, c'est de l'in-memory. Bon,
J'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas vous ouvrir le micro. On pourra en discuter après, il n'y a pas de problème. Je serais ravi d'en parler. Et moi, ça me passionne, donc... Catchy. Juste une simple question. Alors moi, je connais pas très bien toutes les solutions de database pour les time series. Je connais un peu plus la partie mathématique et tout ce qu'on peut faire avec des séries temporelles. Et je me posais tout simplement la question de est-ce qu'il y a dans les différentes solutions que tu as évoquées des bases qui gèrent nativement les algorithmes un peu complexes parfois qui permettent de faire la prédiction, la détection de régularité, ce genre de choses, parce que comme tu disais, l'analyse que tu as faite repose quand même sur des scripts un peu longs et du coup vu que derrière, c'est un peu toujours la même chose qu'on fait en fait avec les séries temporelles. On essaye de détecter, de prédire son évolution, de voir les régularités, les variations saisonnières, etc. Est-ce qu'il y a dans ces différents systèmes certains qui intègrent ça de manière plus native, plus cohérente, plus fluide? Alors, tu l'as dit, tout vient à un coût. Des choses qui vont s'adapter à ton use case, ça, je ne suis pas sûr que ça existe. Après, des implémentations, par exemple d'un prédict linéaire, il en existe dans PromQL ou par exemple dans Warp 10, des dynamic time warping aussi, des algorithmes de détection d'outliers aussi. Après, tout ce qui va être prédiction de la data sur la série temporelle aujourd'hui, je ne sais pas, à part les modèles ARIMA, etc., ne sont pas forcément tous open source ou en tout cas implémentés dans les différentes bases de données. Okay. Moi, j'ai une petite question par rapport au langage que vous proposez. Est-ce que c'est prévu aussi que ce soit composable, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des espèces de libs qui justement implémentent des algorithmes comme ça, implémentent des choses, et juste dire, nous, en tant qu'utilisateur, je veux réutiliser un algo de prédiction X, Y ou un algo de détection, ou limite, je télécharge un bout de code et je peux facilement l'adapter. Alors l'idée, en fait, c'est en général, que ce soit Flux ou dans un langage, c'est de permettre à l'utilisateur de définir sa propre fonction, ou ses propres fonctionnalités. Ce qui lui permet ensuite, effectivement, d'appliquer son propre algorithme sur ses propres données. D'accord. Et j'ai une autre question par rapport à ça, parce que c'est du vécu. Quand on commence à laisser des utilisateurs faire un peu des requêtes dans des grosses bases, par exemple des time series, ils peuvent assez facilement mettre par terre le moteur si c'est mal foutu. Est-ce que vous avez aussi pensé à des limites par rapport à ça ou des indicateurs de complexité pour dire est-ce que ma requête là en fait ça va être trivial pour mon moteur de time series ou est-ce que ça va être vraiment le mettre à genoux parce que ça va chercher trop loin ou trop large? Alors c'est vrai que le faire au niveau de la requête, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple. Parce que quand tu vas chercher des données entre 2002 et 2012, si ça se trouve, tu as 2 points. Ou si ça se trouve, tu en as 1 point toutes les secondes. Et là, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est plus le moteur, en fait? C'est souvent plus lié au moteur. Je sais que certains moteurs permettent de bloquer si ça dépasse un seuil que toi, tu définis à la fois, ou un seuil aussi. Tu peux avoir un seuil fixe qui soit dès que ça arrive là. Et aussi, le fait d'avoir un seuil un peu mobile, tu dis si c'est tel utilisateur, il a le droit de monter à tel volume. Donc ça peut être lié à la fois à l'utilisateur, surtout nous par exemple qui travaillons à Matrix, on a une plateforme mutualisée et on laisse les utilisateurs faire les requêtes qu'ils veulent. On se doit en fait d'avoir des limites de requêtes. Donc en fait on a implémenté ça, où on a des limites de base en fait pour tout le monde. Et en fait certains utilisateurs peuvent augmenter leurs limites. Et aussi on peut aussi déjà nativement augmenter la limite tout de suite, en s'identifiant en tant qu'utilisateur, etc. J'ai une double question. Une première, assez simple. Quand tu as montré ton exemple de TSQL, est-ce qu'au final, c'est pas en train de devenir déjà en fait, un langage de programmation plus qu'un langage de requêtage? Étant développeur, je pense que ça doit un peu avoir une idée de devenir un peu une sorte de langage un peu à la Scala. Mais vraiment, pour favoriser les traitements sur des séries temporelles, on va vraiment avoir les fonctions de traitement de séries temporelles, qui vont être comme les time splits, etc., qui permettent d'avoir des opérations qui vont te retourner des séries temporelles. C'est pas encore un langage, en sens où si tu fais 2 plus 2 en TSQL, nous on l'autoriserait pas. Ok. Et deuxième question, digne d'un vendredi, que veut dire le T de TSQL? Ouais, c'est time series. Juste time.
time series query language. Steven? En fait, je voulais compléter un petit peu la réponse d'avant, mais c'est un peu pour ça qu'on utilise Warp 10 aussi, c'est que quand on opère une plateforme, il y a plein de choses qui s'ajoutent en contrainte, en opérabilité, etc. Et notamment l'aspect multi-tenancy. Et aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne regarde pas, mais bon, si tu utilises une FluxDB ou Prometheus dans ta cuisine, ça peut fonctionner. Mais pour construire un produit au-dessus, tu as besoin d'authentifier, tu as besoin d'isoler justement les utilisateurs les uns des autres, etc. Donc tous les mécanismes qui permettent de borner justement les queries en disant si le gars fait une infinite loop dans sa query, il faut se protéger de ça, etc., etc. Donc tous ces mécanismes-là, c'est des choses qu'on va trouver dans Warp, mais qui n'existent dans aucune autre TSDB. Et pour l'aspect ARIMA de ta question tout à l'heure, en fait c'est très très compliqué d'automatiser la prédiction sur des signaux parce qu'en fait tu peux avoir des saisonnalités comme tu disais, mais tu peux avoir des saisonnalités multiples. Tu peux avoir en fait une vague dans une plus grosse vague et faire ça en automatique. Au final, qu'est-ce que tu projettes? La petite vague ou la grande? Ou en fait, ça dépend du use case. C'est là où du coup, tu es obligé d'ajouter pas mal de learning là-dessus pour savoir quel est le use case derrière et pour apprendre, une fois que tu as linéarisé un petit peu plus ou lissé entre guillemets, tu vas identifier quelle est la saisonnalité. Et ça, on travaille en ce moment avec une boîte pour intégrer quelque chose là-dessus pour que justement le user puisse, sur certaines séries, dire je veux apprendre. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'automatiser la détection de la saisonnalité. Parce qu'une fois que tu as ça, là, tu peux projeter ton signal. Une autre question. Trop cool ce truc. Oh. Moi, j'ai juste une crainte avec ce genre de query language. C'est ce qu'a fait une des forces du PromQL, à mon sens, ça a été sa simplicité et sa vitesse d'approche. Moi, bootstrapper un dev en 1 heure sur PromQL, j'ai jamais vu ça avec aucune autre des API. Et c'est ce qu'a fait l'adoption quasi instantanée du truc. Je suis pas certain que retourner dans quelque chose de aussi complexe, en tout cas de manière obligatoire, ça aide l'accès à ça. Alors après, là, effectivement, c'est libre à chacun d'utiliser ce qui se pense être adapté. Moi, c'est pas forcément sur l'aspect simple en fait de PromQL, c'est sur l'implémentation qu'il y a derrière en fait de PromQL. Où aujourd'hui, il y a plein de choses où ça fait un peu de la magie. Quand je disais de la magie, si on fait 2 plus 2 en PromQL, ça marche, mais on n'a pas forcément le résultat auquel on s'attend. C'est-à-dire qu'on va avoir une série temporelle échantillonnée. C'est quand même bizarre. Donc effectivement, c'est simple, on a un graphe à la fin. Et voilà. Après, je pense que c'est aussi, il faut s'adapter aux utilisateurs qui ont des besoins complexes. Et il faut pouvoir s'adapter à tous les cas. Sur le côté vraiment natif, on a essayé d'essayer de faire comme PromQL, d'essayer de garder une grande simplicité parce que c'est ça. Tu ne pourras jamais avoir le meilleur des deux mondes, la simplicité et la complexité. Il faut essayer d'être là où toi tu as besoin. Si tu as besoin plutôt d'un Prometheus, c'est super, tu vas te retrouver dans le Prometheus. Mais si tu as besoin de quelque chose d'autre, faut peut-être que tu n'aies pas forcément tout de suite une solution qui soit trop complexe, mais plutôt entre les deux. Et c'est un peu l'idée par exemple de Flux ou de TSQL, c'est d'être sur quelque chose qui reste simple pour les cas simples et qui permet d'aller un peu plus loin et d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on fait. Je vais encore rebondir là-dessus. Là, on parle de données graphiques, de time series, donc souvent c'est des graphiques, donc souvent c'est dans une interface pour créer des graphes ou créer des dashboards. Vous avez aussi un peu réfléchi comment, avec TSQL, avoir aussi une représentation graphique, parce qu'on parle d'onboarding de nouvelles personnes pour qu'ils puissent faire des requêtes. Est-ce que pour des cas simples, en fait, c'est pas plus simple d'avoir une petite interface et de bosser, alors je vais dire des gros mots, mais avec un UX designer ou des gens qui savent réaliser des interfaces et qui sont capables à partir des besoins simples d'un utilisateur de générer automatiquement une requête, ce qui résultat fait qu'ils n'ont plus besoin d'écrire un langage de requêtes parce qu'ils ont une UI qui va couvrir 95% de leur use case. Alors je ne vais pas forcément en parler dans cette présentation parce que ce ne sera pas open source, mais à OVH on travaille, je ne sais pas comment ce sera fait. On va proposer effectivement une UI au-dessus de TSQL où on va pouvoir générer, en fait on va pouvoir cliquer sur des cases et en fait tout ça, on va vraiment garder le côté simple de faire la requête et ça va te générer automatiquement et tu verras ta requête TSQL si tu utilises Metrix d'OVH
Tu pourras faire ça sur une UI. Après, sur les UI, je ne sais pas trop si on open sourcera ça ou pas. Pour l'instant, on verra. Donc déjà c'est de faire mûrir le langage TSQL et voir si ça prend ou si c'est... Ouais, bon, il y a quelques années, on faisait énormément de graphite. Avant, il y avait RRD Tool, etc. Donc, on y a quand même eu une grosse période où il n'y a plus beaucoup eu de nouveaux outils ou nouveaux langages, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un peu l'effervescence, un peu une bulle de la TSDB qui est en train d'arriver. Est-ce que tu as un avis sur quand est-ce que la bulle va éclater et quand est-ce qu'on aura des outils un peu plus matures, un peu plus stabilisés parce que, enfin, en tous les cas, dans mon cas, si je déploie de la TSDB avec du monitoring, etc., j'ai pas envie de changer d'outil tous les 2 ans, en fait. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des tendances qui vont sortir sur des outils peut-être un peu plus matures et, enfin, est-ce que ça va arriver dans 2, 3 ans, 5 ans? Enfin, je sais pas, est-ce que tu as un feeling là-dessus ou pas, en fait? Ce que je pense, enfin, honnêtement, je vais dire vraiment ce que je pense. Je pense que quand on est dev, on adore avoir de nouveaux outils et de nouveaux jouets. Donc le jour où la bulle s'arrête, je crois que je serais très triste. Mais j'aurai une autre bulle, c'est pas grave. Mais ouais, en fait, je pense que quand on est dev, en fait, on a un outil qui marche super bien à un moment, puis on se rend compte que notre besoin, c'est pas forcément toujours ça. Et en fait, même ton besoin évolue en fait en fonction du temps. Donc en fait, avoir l'outil parfait, l'outil miraculeux, je sais pas si ça existera un jour, en fait. Je peux pas répondre à cette question-là. Je pense à un exemple dont on a un peu parlé hier, mais c'est maintenant, avant c'était bien quand on avait un cacti qui découvrait les équipements réseau, parce que les équipements réseau, on en installait quelques-uns tous les ans et c'était bon. Après on est passé à des serveurs un peu plus dynamiques, puis des VM, puis des containers, des microservices. Et je pense que ce qui fait que maintenant on a un peu besoin de tout ça, c'est qu'on a des trucs vachement dynamiques, et que mesurer des trucs dynamiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est ça, enfin, le besoin de nouvelles time series, c'est pas mal sur ça, et la taille et le dynamisme des infras. D'où le bump de Prometheus, puisque Prometheus en fait, vient pour favoriser aussi tout ce qui est le monitoring des solutions dynamiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Prometheus est en plein bump, de par sa simplicité d'utilisation pour monitorer différentes VM et différentes notions de conteneurs. Ouais, moi, je voulais te remercier parce que tu m'as un peu décomplexé, parce que je fais des trucs avec Elastic chez des clients qui ont ça, donc puis ils ont du mal aussi à intégrer toutes ces nouveautés. Ça m'embêtait de devoir leur dire ouais non mais en fait c'est de la merde, faut mettre Prometheus ou un autre truc. Donc visiblement tu as vu un peu tout et tu as l'air de dire que TimeLion et tout ça peut encore faire des choses chez des clients qui ont des tailles respectables. Donc ouais, merci. Ouais, pas de problème. Non mais des fois Elastic répond à des problématiques et en fonction des besoins, faut avoir. Encore une question ou c'est bon? C'est bon? Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas.